Bien que connue du monde entier, la Vénus de Milo est pourtant l'une des œuvres les plus mystérieuses du Louvre. Des dessous méconnus de sa découverte aux interrogations entourant sa véritable identité, elle n'a cessé d'enflammer les passions autour d'elle. Pourquoi a-t-elle été au centre d'enjeux politiques colossaux pour la France? Et en quoi son exposition en 1821 a-t-elle marqué l'histoire de l'art? Enfin, est-il possible aujourd'hui de deviner à quoi elle ressemblait avec ses bras? Découvrons tout de suite une toute autre histoire de la Vénus de Milo. Aphrodite pour les Grecs et Vénus pour les Romains, elle est la déesse de l'amour. Et l'amour est justement sur le point de jouer un rôle central dans la redécouverte de la Vénus de Milo. Notre histoire commence à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, et plus précisément à l'ambassade de France. Nous sommes dans le bureau du secrétaire de l'ambassadeur, un certain comte de Marcellus. Depuis quelques jours, Marcellus n'arrive plus à se concentrer sur son travail, car il est tombé sous le charme d'une jolie grecque. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a jamais rencontrée. Il n'a vu d'elle que son portrait. Oui, je sais, ça peut nous sembler étrange pour nous aujourd'hui, mais après tout, en 1820, un portrait est l'équivalent de nos selfies d'aujourd'hui, avec à peine plus de filtres. Malheureusement pour notre ami Marcellus, le modèle de la peinture habite loin, très loin, sur une île inhospitalière de la mer Égée. Une certaine île de Milos. En cette journée du 8 avril 1820, Olivier Voutier, jeune élève officier de la marine française, vient justement d'y accoster. Pour échapper à la monotonie de la vie à bord, il s'est passionné pour une science relativement nouvelle, l'archéologie. La recherche d'objets provenant de la Grèce ou de la Rome antique devient en effet tout juste à la mode à l'époque. À quelques mètres de là, un paysan nommé Yorgos Kentrotas est à la recherche de pierres pour bâtir un mur. Mais ce jour-là, il fait une étonnante découverte. Une chambre souterraine où reposent des morceaux de marbre sculptés. Voutier réalise que sa journée n'a peut-être pas été vaine. Kentrotas et lui dégagent les décombres et découvrent 2 morceaux d'une statue incroyablement bien conservée. Face à eux, un chef-d'œuvre disparu depuis près de 2 millénaires. Waouh! Une telle œuvre, si bien conservée, va forcément attiser les convoitises. Et d'attirer sur l'île toutes sortes d'individus. Or, les nuages s'amoncellent déjà au large de Milos. Où un navire transporte un bien triste sire, un prêtre répondant au nom d'Okonomos. Soupçonné de détournement de fonds, Okonomos est tombé en disgrâce auprès du dragoman, le représentant des Turcs dans la région. Car à cette époque, la Grèce fait encore partie de l'Empire ottoman. Le prêtre cherche donc un cadeau pour se racheter auprès de son maître. La Vénus de Milo tombe à pic pour lui. Yorgos a donc désormais 2 choix. Vendre la statue à la France ou la céder à l'Empire ottoman. Mais j'ai comme l'impression qu'Okonomos a un meilleur argument qu'Olivier Voutier. Il a la peur. Entre-temps, l'annonce de la découverte d'une statue antique est arrivée quelques jours plus tôt jusqu'aux oreilles de Marcellus. Peut-être aurait-il ignoré la nouvelle si le lieu de la découverte n'avait pas été Milos, l'île sur laquelle habite le modèle de sa peinture. Le jeune homme met alors sur pied un plan des plus diaboliques. Marcellus sait que son patron, l'ambassadeur de France à Constantinople, souhaite impressionner Louis XVIII. Il le persuade donc d'acheter la statue pour faire un cadeau prestigieux au roi. Mais évidemment, Marcellus veut surtout profiter de sa mission sur l'île pour aller faire la connaissance d'une toute autre Vénus. Mais arrivé en vue de la côte de Milos, l'inimaginable se réalise sous ses yeux. La statue est emportée par des marins et montée à bord d'un navire battant pavillon russe. Oh, Okonomos! Il arrive trop tard, tout est perdu. Comme tous les villages et les îles grecques, Milos est doté d'un conseil de sages chargé de faire appliquer les lois locales. Si Marcellus veut récupérer la statue, c'est ce conseil qu'il doit convaincre. Mais le conseil a peur d'Okonomos, car il craigne que la réaction de son patron, le dragoman, ne soit terrible quand il apprendra que la Vénus a été vendue à la France. Déplaire à l'Empire ottoman est beaucoup trop risqué pour les Grecs à l'époque. Le conseil n'a pas d'autre choix que de refuser de vendre à Marcellus. Convaincu d'avoir échoué dans sa mission, Marcellus s'endort ce soir-là, totalement abattu. C'est alors qu'apparaît devant ses yeux la Vénus. Le jeune homme est convaincu qu'il s'agit là d'un signe.
Il devait pas y avoir que de l'eau dans cette bouteille, hein. En tout cas, Marcellus a l'air plus décidé que jamais. Grâce à un heureux hasard, de mauvais vents empêchent le navire russe de quitter Milos. Profitant de ce répit, Marcellus revient à la charge auprès du Conseil et utilise tous ses talents de diplomate. Lui, Marie-Louis Jean-André Charles de Martin du Tirac, comte de Marcellus et secrétaire de Charles-François Riffardeau de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople, s'engage à donner immédiatement son argent au fermier Yorgos et un petit bonus au Conseil. De plus, un Français n'a-t-il pas participé à la découverte de la statue? Dans ce cas, la France devrait avoir la priorité sur d'autres acheteurs. Enfin, le pays donne sa parole de non seulement protéger les habitants de l'île d'une quelconque représaille turque, mais également d'offrir à la Vénus le plus bel écrin, Paris et probablement le Louvre. Le Conseil, subjugué, se réunit de nouveau et accepte finalement l'accord. C'est une victoire inespérée pour Marcellus et une défaite amère pour Oikonomos. Tandis que la Vénus est chargée à bord du navire français, le comte de Marcellus trouve enfin le temps de faire la connaissance de sa Vénus de chair et d'os, la femme de la peinture sans laquelle, peut-être, il ne serait jamais allé jusqu'à Milos. C'est ainsi que la déesse de l'amour entame sa route vers Paris. Mais en plus de la statue se trouve une boîte contenant quelque chose qui va s'avérer très gênant pour les autorités du Louvre, quelque chose dont il va falloir se débarrasser à tout prix. La Vénus de Milo arrive à Paris en février 1821 et est accueillie au Louvre par Auguste de Forbin, directeur du Musée de France. Cette acquisition inespérée survient à un moment très particulier de l'histoire de France, mais également de l'histoire de l'art. Après la chute de Napoléon en 1815, la France est sommée de restituer toutes les œuvres d'art qu'elle a pillées à travers l'Europe lors de ses conquêtes, dont la Vénus de Médicis et l'Apollon Belvédère. Considérées comme les deux œuvres iconiques du Louvre, leur départ laisse le musée et le cœur des Français désespérément vides. L'arrivée de la Vénus de Milo est donc un sacré coup de chance pour le Louvre. Mais au fait, Jim, d'où vient cette mode pour les statues grecques? Cette passion européenne pour tout ce qui vient de la Grèce antique est héritée d'un philosophe allemand considéré comme l'un des fondateurs de l'histoire de l'art, Johann Joachim Winckelmann. Selon Winckelmann, l'art a atteint son âge d'or durant l'époque classique de la Grèce antique, située de moins 480 à la mort d'Alexandre le Grand en moins 323. Toutes les formes d'art qui ont suivi cet âge d'or sont considérées comme des copies de moindre valeur. Donc si j'ai bien compris, selon les critères de cette époque, il y aurait un bon art et un art médiocre, suivant sa date de création. Une Vénus qui proviendrait de l'âge d'or de l'art grec permettrait de concurrencer les marbres du Parthénon du British Museum ou l'Apollon Belvédère du Vatican. Car au XIXe siècle, un État de premier plan se doit d'avoir un musée de renommée mondiale. L'importance de la Vénus est donc non seulement culturelle, mais également politique. Lors de l'expertise de la statue, une seule solution est envisageable pour Auguste de Forbin. La Vénus de Milo doit être un original grec d'un grand maître comme Phidias ou Praxitèle. Et c'est la raison pour laquelle la statue devient instantanément célèbre dès son arrivée. C'est le Louvre qui décide d'en faire un événement médiatique pour montrer au monde que le musée et la France sont de retour sur la scène mondiale. Or, si l'archéologie en est qu'à ses débuts, de nombreux experts doutent déjà de la datation de cette statue. D'autant plus qu'une preuve accablante de son identité est parvenue au Louvre avec la Vénus. Voyons enfin ce que contient cette fameuse boîte. Il s'agirait d'un morceau de marbre qui s'imbriquerait dans la base de la Vénus, comme le montre ce croquis réalisé durant la restauration de la statue. Y est écrit le nom d'un sculpteur, un certain Alexandros, citoyen d'Antioche du Méandre, fils de Ménidès. Or, cela prouverait que la Vénus a non seulement été sculptée par un parfait inconnu, mais puisqu'Antioche du Méandre a été fondée vers 270 avant Jésus-Christ, cela placerait la Vénus dans la période hellénistique, souvent considérée par des historiens de l'époque comme une période de déclin pour la civilisation et l'art grec. Mais ce morceau de marbre est-il authentique? Faites votre opinion sur unetoutautre-histoire.fr. Mais dans tous les cas, ce nouvel élément risque d'amoindrir considérablement la valeur de la statue. Ce serait un terrible revers culturel et politique pour le pays. Oh, c'est simple, il suffit de recoller le morceau à la statue et... Oh, ça alors, il a disparu. Et quelqu'un au Louvre s'est apparemment débarrassé de ce témoin un peu encombrant. Mais tout n'est pas perdu. On peut toujours essayer de dater la Vénus de Milo, même sans cet élément manquant. Ce qu'on peut dire avec certitude désormais, c'est que la Vénus de Milo n'est pas un original d'un grand maître grec, mais bien une œuvre de l'époque hellénistique. Et pourquoi ça? La technique de la taille en deux blocs indépendants est par exemple caractéristique de cette période, tout comme le contraste volontaire entre le buste et le visage, classique, et le drapé, plus rudimentaire,
qui est un effet de style propre à cette époque. Certains experts estiment qu'elle serait alors soit une copie d'un original grec aujourd'hui disparu, comme en réalité l'immense majorité des statues que l'on voit dans le musée, ou bien une œuvre librement inspirée des originaux grecs, c'est-à-dire à la manière des maîtres anciens. Et donc pour résumer, soit la Vénus de Milo est une copie d'une œuvre passée, soit c'est une création unique inspirée des sculptures classiques. Les polémiques qui ne manquent pas d'émerger autour de son identité expliquent peut-être pourquoi Auguste de Forbin décide de l'exposer telle qu'elle. Et c'est très audacieux pour l'époque, car depuis le XVIIe siècle, la tradition est de rénover entièrement les statues retrouvées, comme la Vénus d'Arles par exemple. Et on a failli faire pareil avec la Vénus de Milo. Mais puisque les experts n'arrivent pas à s'entendre sur la position de ses bras, on décide seulement de réparer les dégâts du temps les plus visibles, et à lui refaire un nez. Et ouais, le nez de la Vénus n'est pas d'origine. Mais d'après toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui, nous avons une certaine idée de ce à quoi elle ressemblait. Faisons donc notre propre reconstruction. Et direction, l'atelier. Il y a eu évidemment beaucoup de théories concernant ses bras. Tenait-elle un bouclier ? Certains imaginent même qu'elle tenait un trident, ce qui ferait d'elle non une Vénus, mais une Amphitrite, déesse de la mer. Amphitrite de Milo, c'est clair que ça sonne moins bien, hein. Alors qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'il s'agit bien d'une Vénus ? La statue fut très probablement retrouvée dans les ruines d'un gymnase, un lieu consacré au sport et à l'éducation. Très souvent, les lieux publics, qu'ils soient grecs ou romains, exposent des statues pour rendre hommage à des protecteurs, ou bien des personnalités importantes. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a été retrouvée dans les ruines d'un gymnase ? Tous les gymnases ont en effet des niches exposant des statues qui honorent ses protecteurs Hermès et Hercule. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, on y honore également Vénus, qui devient la patronne des lieux de spectacle. Et les statues d'Hermès et d'Hercule ont bien été retrouvées avec la Vénus en 1820. Donc le fait qu'elle ait été retrouvée dans les ruines d'un gymnase tendra à prouver qu'il s'agit bien d'une Vénus, et pas d'une Amphitrite par exemple. Est-ce qu'il existe d'autres indices de son identité ? En plus des trois statues, les deux hommes ont également trouvé une main gauche tenant une pomme. Bien qu'elle soit moins bien conservée que la Vénus, elle a été taillée dans la même roche que celui de la statue, du marbre de Paros. En plus, les proportions de la main et de la Vénus sont identiques. La Vénus à la pomme est un motif récurrent dans la sculpture grecque, car il s'agit d'un des symboles centraux du mythe de la guerre de Troie. D'où l'expression la pomme de la discorde. Mais comme ce mythe nous éloignerait un peu trop du sujet, rendez-vous sur unetoutautre-histoire.fr pour en savoir davantage. De plus, la pomme est particulièrement appropriée pour la Vénus de Milo, car en grec, Milo signifie pomme, qui est l'emblème de l'île. Y trouver une Vénus à la pomme ne serait donc pas étonnant. Bon alors maintenant, avec tous ces éléments en tête, essayons d'imaginer à quoi elle ressemblait avec ses bras. Cette forme pour le bras gauche est la plus vraisemblable aujourd'hui. Un bras qui tient une pomme, l'emblème de l'île. Un trou, ici, qui a été rebouché lors de sa première restauration, devait probablement accueillir un tenon supportant le bras droit. On peut donc s'imaginer qu'il collait au ventre, comme ceci, et retenait le tissu de la robe, comme cela. Et voilà, nous avons enfin reconstruit la Vénus de Milo. Oh, attends un instant, il ne faut pas oublier un point très important. À cette époque, les statues sont peintes de couleurs souvent éclatantes. Les auteurs anciens décrivent Vénus comme étant blonde. Ses cheveux sont donc probablement dorés. De plus, les Grecs aiment relever l'incarnat des lèvres d'un rouge vif qui peut nous sembler un peu excessif aujourd'hui. Les représentations des déesses sont également chargées d'ornements. On sait que la Vénus avait par exemple un bracelet au bras droit et des boucles d'oreilles, et très probablement un collier et des pendentifs. Enfin, sur sa chevelure reposait une tiare. La Vénus de Milo devait donc ressembler à ça quand elle a été exposée pour la première fois dans son gymnase. Elle est bien différente des statues qu'on peut trouver dans les musées. Mais serait-elle devenue si célèbre dans le monde entier si elle nous était parvenue intacte ? Aurait-elle suscité les mêmes réactions si les intentions de son auteur nous avaient été connues ? Au fond, nous n'avons pas eu besoin de savoir s'il s'agissait d'une statue grecque d'un grand maître ou une copie postérieure pour que ces mystères enflamment notre imagination. Et n'est-ce pas cela le pouvoir surnaturel de la Vénus de Milo, mais également de tout chef-d'œuvre ? Cette capacité à créer le mystère et à s'entourer d'un mythe savamment construit. On se demande alors s'il est préférable de savoir, ou non, de connaître la réalité ou de se raconter une toute autre histoire. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Et pour trouver plus d'infos sur l'épisode, rendez-vous sur unetoutautre-histoire.fr. Psst, hey, c'est la glace. Pas de bras, pas de chocolat.